Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, je vous raconte 5 nouvelles histoires terrifiantes mais bien réelles en lien avec vos voisins. Et oui, est-ce que vous saviez que parfois il y a certains d'entre eux qui cachent des crimes horribles? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, mais avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner car on est bientôt 60 000. Sur ce, installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, vérifiez que vos portes soient bien fermées et c'est parti. Je suis une femme vivant en Nouvelle-Angleterre et mon histoire s'est passée il y a plusieurs années dans un quartier décent, c'était la veille de mon 10e anniversaire. Je rentrais chez moi avec ma mère et mon frère cadet après l'un de ces matchs de foot et lorsque nous sommes arrivés chez nous, mon frère a remarqué que quelqu'un faisait une vente de garage à côté. C'était une maison en mauvais état et apparemment il y avait eu des activités policières là-bas avant ma naissance, mais c'était du passé maintenant, non ? Un homme s'est approché de nous et il s'est présenté. On va l'appeler Ray pour l'histoire. Il louait sa maison à une femme qui en était la propriétaire et elle contenait 4 chambres, une pour elle, une pour son fils handicapé et les 2 autres chambres étaient louées. Ray avait l'air sympa, il jouait de temps en temps au foot sur le trottoir avec mon frère cadet et il a toujours été sympa avec ma mère. Il avait un air un peu négligé mais on s'en fichait. Moi, je voulais juste rentrer à l'intérieur et retourner sur mon ordinateur pour jouer à Minecraft. Je pensais pas vraiment à ce qu'il pouvait nous dire. On est rentré et voilà. Ça, c'était en octobre. Quelques mois plus tard, et fin janvier, j'étais à peine réveillée quand mon père est entré dans ma chambre et m'a prise dans ses bras pour me porter jusqu'à la chambre principale où se trouvaient ma mère et mon frère. La chambre principale est la pièce la plus éloignée de la maison voisine. Je n'aimais pas être dérangée, alors je suis retournée dans ma chambre, mais mon père m'a crié dessus en disant qu'il y avait la police à côté et que je devais retourner dans l'autre pièce. J'ai obéi, j'avais peur, et en fait j'ai appris qu'apparemment, l'ex de Ray était allée à la maison pour récupérer certaines de ses affaires et elle avait emmené son nouveau petit ami avec elle. Ray s'est énervé et a commencé à poignarder le petit ami et la police a été appelée, arme à feu dégainée bien sûr. Je pensais que c'était un incident isolé et que nous serions en sécurité après ça, mais 2 mois sont passés, le mois de mars est arrivé, et ma mère était venue me chercher à l'école comme d'habitude. Mon frère est resté après l'école pour prendre des cours de guitare, elle le récupérait donc plus tard. J'ai jeté mon sac à dos dans le coffre et je lui ai demandé pourquoi il y avait tant de valises dedans. Elle m'a expliqué joyeusement que nous allions passer la nuit à l'hôtel. Nous avons roulé en ville et finalement, elle a changé d'avis et elle m'a dit que mon père me ramènerait à la maison et qu'on n'irait plus à l'hôtel. Tout cela me semblait très étrange. Je suis rentrée chez moi avec mon père et j'ai remarqué qu'il y avait du ruban de police sur notre pelouse. Mon père a dit qu'il avait trouvé des drogues dans la maison de Ray et je n'ai pas très bien compris, mais tout a fait sens quelques jours plus tard. L'histoire complète était que Ray prenait de la drogue sur le pas de sa porte et quand quelqu'un a remarqué cela, il a appelé la police et la police est venue et elle a poursuivi Ray dans la ville voisine et a fouillé sa maison. Et c'est là-bas qu'ils ont fait une étrange découverte. L'officier en charge de la fouille a trouvé tout un laboratoire de drogue à l'intérieur de sa maison. La police a conseillé à mes parents d'évacuer. Il s'est avéré que c'était du PCP et non pas de la méthamphétamine. C'était moins dangereux donc on a été autorisés à revenir. Ma mère et mon frère, eux, sont rentrés quelques heures après moi et mon père, et c'est là que la réalité a pris le dessus. J'ai fait une crise d'anxiété, je ne pouvais pas manger, et je me suis assise derrière notre canapé, l'utilisant comme un bunker improvisé. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Après que Ray soit sorti de prison, il est retourné directement à son mode de vie illégal. Apparemment, son avocat avait manipulé les preuves pour qu'il ne puisse pas être condamné, et pendant ce temps, ma famille a acheté une nouvelle maison, un grand chien, des caméras de sécurité et beaucoup d'armes. Mon frère et moi avions déjà un thérapeute, mais avec cette histoire, nos séances sont devenues de plus en plus fréquentes. Nous allions déménager dans 2 mois. Pendant ce temps, Ray nous observait depuis sa terrasse arrière, assis, là, en nous fixant, et mon père l'a confronté une fois, et Ray a proféré des menaces de mort à son encontre,
ce qui nous a encore plus bouleversés. Ray a lâché son pitbull dans notre terrain. C'était le soir et il ne savait pas que nous avions déjà déménagé. Il savait juste que c'était le moment vers lequel on sortait notre chien dehors. Et on a appris, 1 mois après notre déménagement, que Ray avait tenté d'enlever un petit enfant. Heureusement, les parents de l'enfant ont remarqué et Ray a abandonné l'enfant et a essayé de se cacher, mais la police l'a finalement rattrapé. Et voici la vraie fin de cette histoire, c'est qu'il est sorti de prison à peine 1 mois plus tard après cette tentative d'enlèvement, parce que les cellules étaient trop pleines et on ne pouvait pas le transférer. C'était comme s'il n'avait rien fait, comme s'il avait été acquitté de toutes les charges. Officiellement, je ne sais pas comment a été conclu son dossier, comment cette affaire s'est terminée juridiquement, mais il faut dire que si Ray était capable d'enlever quelqu'un, eh bien qu'aurait-il pu nous faire à moi ou à mon petit frère ? Tout a commencé il y a quelques mois. Un gars m'a envoyé un message sur Facebook et contrairement aux messages flippants habituels que je reçois, celui-ci semblait intelligent et drôle. Nous avons commencé à discuter de temps en temps, parlant de tout et de rien. Il m'a dit qu'il était divorcé avec un enfant et j'ai un peu ressenti de l'empathie pour lui parce que à chaque fois qu'il se plaignait de son ex-femme, même si ça me dérangeait un peu qu'il me raconte tous ses détails personnels, eh bien ça faisait de la discussion. Après tout, quoi qu'il se soit passé entre eux, elle était toujours la mère de son enfant. Il faut avoir un peu de respect. Nous avons continué de discuter et nous étions de plus en plus à l'aise l'un envers l'autre et nous étions au stade où nous discutions souvent de notre vie quotidienne, donc inévitablement, j'ai parlé de ma meilleure amie avec qui je suis extrêmement proche. Nous étions comme des sœurs, mais à ce moment-là, elle était très occupée avec des changements au travail et elle avait des problèmes avec un gars qu'elle avait rencontré et les choses étaient compliquées. Elle avait promis de tout me raconter en détail quand elle aurait du temps. Faut dire que dans des circonstances normales, elle m'aurait tout raconté, j'aurais su chaque petit détail, mais comme elle était occupée ces derniers temps, il n'y avait pas de temps pour se voir correctement et pour discuter. Donc je ne savais que des choses assez floues, je n'avais pas de nom ni de photo. Revenons maintenant à l'homme que je venais de rencontrer. Pour les besoins de cette histoire, nous l'appellerons Jake. Je commence à remarquer que chaque fois que nous avons une conversation, il dirigeait subtilement la discussion vers ma meilleure amie. Elle, nous l'appellerons Jenna. Je lui ai mentionné que nous nous connaissions depuis que nous étions bébés et que nous avons pratiquement grandi ensemble, et il me demandait toujours de lui raconter des histoires drôles sur notre enfance, sur notre adolescence, et puis il s'inquiétait de savoir à quoi elle ressemblait physiquement et quel genre de gars elle recherchait et quel genre de gars lui plairait. J'ai demandé en plaisantant s'il en avait marre de moi. Il faut dire qu'il m'a même demandé son numéro. Un certain temps est passé et les choses se sont un peu calmées au travail de Jenna, donc nous avons enfin eu l'occasion de nous retrouver pour prendre un verre. Inévitablement, nous avons commencé à parler de Jake. Je lui ai parlé de lui et elle souriait et acquiesçait jusqu'à ce que je sorte mon téléphone et lui montre ses photos. Le visage de Jenna est devenu pâle, elle a attrapé mon téléphone et elle m'a dit « Mais c'est lui le gars dont je te parlais !» Au début, j'ai supposé qu'elle rigolait. Elle aime me taquiner, mais là, elle avait l'air très sérieuse. Je lui ai alors posé des questions et je lui ai demandé comment ils s'étaient rencontrés. Il s'avère qu'elle l'avait vu sur une application de rencontre et quand ils ont discuté, elle avait la même impression que moi, qu'il était intelligent, charmant et cultivé. Donc, quand il lui a finalement proposé de se voir et de sortir ensemble, elle a accepté avec joie. Ils sont sortis, ils ont pris quelques verres, ils ont discuté et tout allait bien jusqu'à la fin de soirée, quand il est devenu un peu trop tactile avec elle et qu'il a insisté pour plus qu'un simple baiser de bonne nuit. Il lui a proposé de la raccompagner chez elle alors qu'elle était venue avec sa propre voiture et il lui a suggéré qu'il pourrait la récupérer le lendemain matin et qu'ils pourraient rentrer ensemble pour récupérer sa voiture puisque Jenna ne voulait pas qu'il sache où elle habite. Elle était agacée par ses avances insistantes et elle a refusé et elle a réussi à l'éviter. Elle m'a dit qu'elle avait peur que Jake la suive chez elle, elle est donc allée dans un bar où ses amis travaillaient. Le lendemain, il l'a appelée et il s'est excusé pour son comportement en mettant le compte sur l'alcool et sur le stress de son travail. Puis il lui a dit qu'il devait lui avouer quelque chose car il l'aimait vraiment et il voulait être honnête avec elle. Elle a alors accepté et c'est là qu'ils se sont rencontrés de nouveau. C'est là qu'il lui a avoué en fait être divorcé
Et il n'avait pas encore entamé toutes les démarches et il vivait encore avec sa femme et leur petit enfant parce qu'elle n'avait pas de travail et qu'il ne pouvait pas la laisser seule. C'était juste temporaire selon lui, jusqu'à ce qu'elle soit financièrement stable. Et Jenna, étant la fille franche qu'elle l'est, l'a mis devant le fait accompli et lui a demandé des comptes sur son histoire et elle l'a accusé d'être encore mariée à quelqu'un en cherchant à tromper sa femme et en utilisant de fausses excuses pour susciter la sympathie. Le gars travaillant dans la vente, il était vraiment doué pour parler et pour convaincre et je ne sais pas comment, mais il a réussi à apaiser ses doutes, du moins jusqu'au point de ne pas le couper immédiatement de sa vie. Un certain temps est passé et Jenna m'a raconté qu'ils continuaient de discuter ensemble par téléphone et par message, mais Jenna m'a dit que la seule façon pour eux d'être intimes l'un envers l'autre est de voir la preuve qu'il est effectivement divorcé, c'était ça qu'elle lui avait dit, et bien sûr qu'ils vivent séparément, lui et son ex-femme. Un jour, il l'appelle et il lui dit qu'il va mettre sa femme au téléphone pour prouver que même s'ils vivent ensemble, ils dorment dans des chambres séparées et donc sont techniquement séparés. Et une voix de femme a confirmé cela, mais ça a laissé Jenna perplexe. Elle m'a dit que cela ne l'avait pas rassurée. Elle était alors en conflit interne parce que, en dépit de tout, elle aime vraiment ce gars. Et donc elle craint de ne pas se mettre dans le pétrin si elle tombe plus profondément amoureuse de lui, et elle hésite toujours à accepter ses invitations à se rencontrer. Mais un jour, il passe accidentellement devant son lieu de travail, exactement au moment où elle est, et vraiment, quel était le hasard pour que cela arrive ? Elle accepte d'aller prendre un autre verre avec lui, tant qu'ils agissent de manière platonique, et il promet, apparemment, et Jenna, elle, promet de lui raconter plus de choses sur sa vie, sur son enfance, et c'est là que je suis mentionnée dans cette conversation. Il écoute attentivement, et quand elle compare les deux lignes du temps, il s'avère que quelques jours après, Jake a commencé à m'envoyer des messages sur Facebook. Nous étions toutes les deux furieuses. Donc nous avons décidé de le confronter séparément, puis de comparer les informations qu'on avait. Quand je suis rentrée chez moi, je lui ai envoyé un SMS en lui demandant pourquoi il m'avait menti sur le fait d'être divorcé, alors qu'il vivait clairement encore avec sa famille, et surtout, pourquoi il avait commencé à me parler alors qu'il voyait ma meilleure amie. Il n'était pas préparé à ça, mais il s'est ressaisi et m'a donné une excuse bidon sur le fait qu'il était juste curieux à mon sujet, après avoir entendu tant de choses de la part de Jenna, et qu'il voulait voir à quoi je ressemblais. C'est donc pour ça qu'il avait parcouru les amis Facebook de Jenna et il m'avait trouvé. Par contre, il faut savoir qu'elle ne l'avait pas ajouté sur Facebook. Donc essentiellement, il est parti fouiller son profil pour recueillir des informations sur elle, tout comme quand elle ne lui avait pas dit exactement où elle travaillait, mais qu'il était accidentellement passé là-bas par je ne sais quel miracle. Quand Jenna l'a confronté, il lui a dit qu'il était juste curieux et il voulait entendre parler d'elle par la personne qui la connaît le mieux, donc moi, et elle lui a dit que c'était mal et que c'était même flippant à plusieurs niveaux, mais il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de mauvaise intention et qu'il avait simplement laissé sa curiosité prendre le dessus. Quand on s'est revus avec Jenna pour en parler, on a décidé de ne plus lui parler du tout parce que ce gars était clairement un menteur pathologique, mais aussi extrêmement flippant. Nous lui avons chacune dit que nous ne voulions plus lui parler ni le voir, et même lui était choqué et essayait de nous convaincre toutes les deux, mais il a finalement accepté. Il a dit que si jamais on changeait d'avis, il serait heureux de nous parler. On pensait qu'après ça, ça allait être fini, mais qu'est-ce que nous étions naïves. Au début, tout semblait bien. Mais on a commencé à recevoir des messages de sa part. Il envoyait en fait des messages par inadvertance, une photo ou un message destiné à quelqu'un d'autre qu'il envoyait par erreur à moi ou à Jenna, juste pour pouvoir engager la conversation. Il nous proposait d'aller boire des verres, mais on refusait. Et puis les rencontres aléatoires ont commencé à chaque fois que nous sortions. Que ce soit sur le chemin du travail, en allant au marché, au café ou à la salle de sport, il arrivait à nous retrouver et comme par hasard, tout n'était qu'une pure coïncidence. Nous étions vraiment agacés mais aussi effrayés à ce stade. Nous pensions toujours qu'il était un pauvre type menteur et finalement inoffensif, donc qu'il n'y avait pas grand-chose que nous puissions faire à part attendre et espérer qu'il finisse par passer à autre chose et à nous oublier. Mais quelle erreur! Un jour, Jenna vient chez moi, paniquée. Elle me dit qu'elle était en date avec un nouveau gars et qu'elle a vu Jake passer devant le restaurant où elle était, puis il l'a appelée plus tard en hurlant au téléphone «
Mais regarde ce que t'as fait, je n'arrive pas à te sortir de mon esprit, à cause de toi j'étais tellement en colère que j'ai frappé mon enfant et j'ai chassé ma femme de ma maison. Jenna en avait vraiment marre de lui et elle lui a demandé d'aller voir un thérapeute car clairement il avait des problèmes et elle l'a bloqué. Ça nous a toutes les deux flippé parce que non seulement il ne passait pas à autre chose, mais il semblait s'être énervé et être devenu agressif. Je lui ai dit que s'il appelait encore, elle devrait le menacer de le signaler à la police pour violence présumée envers sa famille. Un jour, nous étions en train de discuter quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je ne décroche pas ces appels, mais j'attendais aussi une livraison, donc j'ai pensé que c'était peut-être le livreur. Mais non, c'était Jake. Il pleurait au téléphone en sanglotant. Il me suppliait de convaincre Jenna de le débloquer et que ce n'était pas juste que je devais l'aider, mais il avait l'air vraiment fou. J'étais choquée de l'entendre dans cet état. C'était un tel contraste avec son comportement habituellement lisse. Je lui ai calmement dit de se comporter comme un adulte et de se calmer. Ce n'était pas à moi de convaincre Jenna de quoi que ce soit après qu'elle ait pris sa décision, et surtout que c'était compréhensible après la réaction qu'il avait eue. Il m'a ensuite avoué par la suite que ce n'était pas vrai, qu'il voulait juste faire sentir à Jenna de la culpabilité et qu'il voulait l'effrayer pour qu'elle lui parle. Et il a commencé à s'excuser profusément et a dit qu'il était à bout et il ne savait pas quoi faire. Je lui ai dit qu'il était allé beaucoup trop loin et que s'il recommençait à nous contacter ou à nous harceler, nous irions à la police. Je lui ai raccroché au nez et je l'ai bloqué aussi. La menace de la police semblait avoir fonctionné car nous n'avons plus de nouvelles de sa part pendant environ 2 mois. Mais hier, Jenna et moi étions à l'anniversaire d'une amie en commun et devinez qui était son petit ami. Il s'agit d'une histoire qui s'est déroulée lorsque j'étais au lycée. À l'époque, je vivais chez mes parents avec mon frère et nos 2 chiens, et habituellement, les chiens étaient promenés presque tous les jours, soit par moi, soit par mon frère, soit par mes parents. Une nuit, il devait être environ 20h quand le soleil s'est couché. Le temps était assez agréable et les chiens devaient sortir pour leur promenade quotidienne, et mes parents ont décidé de les emmener et mon frère était chez un ami. Moi, j'étais à la maison, j'avais du mal avec mes devoirs, donc je suis restée seule quand ils sont partis. Quand mes parents promenaient les chiens, je ne savais pas vraiment combien de temps ça prendrait. Notre quartier était assez calme et assez grand, avec beaucoup de rues et de maisons. Il y avait aussi un grand parc pas très loin. Et parfois, ça pouvait prendre 20-30 minutes et d'autres fois, ça pouvait durer plus d'1 heure. J'étais dans ma chambre quand mes parents m'ont dit qu'ils partaient et j'ai dit au revoir de ma chambre en haut puis je les ai entendus sortir. Après ça, j'ai essayé de me concentrer sur mes devoirs. C'était un devoir de mathématiques et je n'arrivais tout simplement pas à comprendre. J'ai essayé de mon mieux pour le résoudre, mais j'ai perdu la notion du temps. La première chose dont je me souviens, c'est d'avoir entendu la porte d'entrée d'en bas s'ouvrir. J'ai automatiquement supposé que c'était mes parents qui rentraient et je suis restée concentrée sur ce que je faisais. Mais quelques instants plus tard, j'ai réalisé que ce n'était pas normal. Si mes parents étaient à la maison, j'aurais entendu les chiens avec eux. La seule chose que j'avais entendue là, c'était que quelqu'un était entré. Je n'ai pas entendu les voix de mes parents, ni les chiens aboyer, ni quoi que ce soit d'autre. J'ai arrêté de faire mes devoirs et je suis allée vers l'entrée de ma chambre. J'ai écouté attentivement qui était à l'intérieur de notre maison. Je n'ai rien entendu, juste le silence, je ne savais pas ce qui se passait. Clairement, ce n'était ni l'un de mes parents et je savais que ce n'était pas mon frère non plus. J'ai pensé à descendre pour jeter un coup d'œil, mais pour une raison quelconque, j'ai eu l'impression que c'était une très mauvaise idée. À la place, j'ai refermé ma porte en silence et je suis retournée dans ma chambre. Je n'arrivais vraiment pas à me concentrer sur le travail scolaire. Je repassais dans ma tête le fait d'avoir entendu la porte s'ouvrir, se refermer, me demandant si j'avais imaginé toute cette situation. En y repensant, je commençais à me remettre en question. Puis alors, sans crier gare, j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui monte les escaliers. Les pas ont atteint le haut et ils ont commencé à approcher de ma chambre. J'ai commencé à paniquer et j'avais vraiment peur que celui qui était là entre dans ma chambre. Je n'avais pas de verrou sur ma porte, donc il aurait pu entrer s'il le voulait. Quand les pas ont atteint ma chambre, ils ont continué en passant, allant vers le fond du couloir. Là-bas se trouvait une salle de bain, la chambre de mes parents ainsi que la chambre d'amis. La chambre de mon frère était juste en face du couloir. J'ai entendu celui qui était là atteindre près de la chambre de mes parents. Il n'était pas loin de la chambre d'amis non plus, et sans même y penser, je me suis précipitée vers l'entrée de ma chambre, je l'ai ouverte et j'ai couru vers les escaliers. Je n'ai même pas regardé pour voir qui était réellement dans la maison.
J'ai senti que c'était le meilleur moment pour m'enfuir. Quand j'ai dévalé les escaliers, je suis directement allée vers la porte d'entrée. Ensuite, je suis sortie et j'ai commencé à courir dans la rue. Je ne pourrais pas vous dire si celui qui était dans la maison avec moi m'a suivi ou non. Tout mon souvenir de cette soirée était un peu flou, mais quand je suis arrivée dans la rue, j'ai juste commencé à courir jusqu'à ce que je voie mes parents avec les chiens. Ils m'ont vu courir vers eux, ils ont voulu savoir ce qui se passait. Je leur ai dit que quelqu'un était entré dans la maison et mon père a appelé la police et nous avons attendu dehors jusqu'à leur arrivée. Mes parents avaient laissé la porte déverrouillée en partant. Notre quartier n'étant pas connu pour avoir beaucoup de criminalité, c'était donc pas vraiment un problème. La police est arrivée et ce n'est qu'alors que nous sommes retournés chez nous. Quand nous sommes rentrés, celui qui était dans la maison était parti et il n'avait même rien volé. Après cette expérience, nous avons toujours verrouillé les portes. Dans les semaines qui ont suivi, il y a eu 2 signalements de cambriolage à quelques pâtés de maison seulement. Je pense que c'était probablement la même personne. Je sais qu'un gars a été arrêté en relation avec eux, mais je ne sais pas vraiment s'il s'agissait de la même personne qui était rentrée chez nous ou non ce jour-là. Je ne sais pas vraiment s'il y avait un moyen de le prouver d'ailleurs, mais je suis juste content d'être partie quand je suis partie. Il n'y avait aucune chance que je reste dans la maison avec ce type juste dans le couloir en face de moi, mais vraiment, ce jour-là, c'était l'un des moments les plus effrayants de ma vie. Il y a quelques années, une chose étrange m'est arrivée. À l'époque, je vivais dans un appartement seul, c'était un appartement d'une chambre au 2e étage d'un immeuble, et dans l'ensemble, l'appartement n'était pas le plus agréable, il n'y avait pas non plus beaucoup d'unités dans l'immeuble, mais ce n'était pas si terrible. Je connaissais quelques-uns de mes voisins, mais pas tous, et une nuit, j'étais chez moi comme d'habitude. Il était tard, je ne sais pas exactement quelle heure il était, mais j'ai entendu frapper à ma porte. Je me suis approchée et j'ai répondu sans trop réfléchir. Un homme se tenait là. Il était plutôt petit et avait les cheveux bruns foncés. L'homme m'a dit qu'il était le voisin du bout du couloir. Il a désigné un peu plus loin sur la gauche une porte et il m'a demandé s'il pouvait entrer dans mon appartement pour passer un appel téléphonique. Il a dit que son Wi-Fi ne fonctionnait pas, qu'il n'avait pas de service sur son téléphone à ce moment-là, donc sans Wi-Fi, il ne pouvait pas passer d'appel. Je n'étais pas vraiment à l'aise avec ça. Je lui ai dit désolé, mais non. Il m'a dit qu'il serait très rapide et j'ai insisté sur le fait que je ne pouvais vraiment pas l'aider. Il m'a semblé un peu louche pour une raison quelconque et l'homme s'est juste retourné pour partir et j'ai fermé ma porte. J'étais vraiment curieux par la suite, je n'avais jamais vu cet homme auparavant et j'avais vu la plupart des gens qui vivaient dans cet immeuble. Je me suis dit que peut-être ce type allait frapper à la porte d'un autre voisin pour qu'on l'aide, alors j'ai ouvert ma porte discrètement pour regarder autour du coin et je l'ai vu s'éloigner et partir. Il est allé jusqu'au bout du couloir et il est entré dans l'ascenseur. J'étais assez suspicieux. Je ne l'avais jamais vu vivre ici et à un moment donné, j'avais vu à peu près tout le monde qui vivait sur notre étage. Après le départ de l'homme, je suis allée à l'une des fenêtres de mon appartement et j'ai regardé dans le parking des invités où les portes principales s'ouvrent. Là-bas, il y a des places de parking attribuées à tous les résidents qui sont sous le bâtiment et un petit parking pour les invités avec environ 10 places devant. J'ai vu l'homme quitter le bâtiment et se diriger vers une voiture plus ancienne dans le parking des invités et il est parti en voiture. Il ne vivait donc pas ici. Alors pourquoi est-ce qu'il m'avait menti ? Je ne le savais pas, mais le fait qu'il veuille entrer dans mon appartement me rendait plutôt mal à l'aise. Il a clairement inventé toute cette histoire sur son Wi-Fi en panne et son absence de réseau. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre de la façon dont il est entré dans l'immeuble, mais il est probable que quelqu'un d'autre l'ait laissé entrer en même temps que lui. Après cette nuit-là, je n'ai plus jamais revu cet inconnu. Cela m'a donc confirmé qu'il n'habitait pas là, et je me dis que j'ai vraiment bien fait de ne pas l'avoir laissé entrer dans mon appartement ce soir-là. Je suis une femme de 30 ans et cela s'est produit tard l'année dernière, début novembre. Mon fiancé et moi venions d'acheter une entreprise de location de bateaux à Fort Lauderdale, en Floride. À l'époque, nous vivions à Los Angeles, mais nous avons dû déménager en Floride pour gérer l'entreprise. La vie était plutôt conforme à ce que vous attendez de la Floride, beaucoup de pluie et un climat presque tropical pendant les mois d'été. Si vous avez déjà visité la Floride ou vous y vivez, vous comprendrez probablement ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, nous avons déménagé,
On est parti dans une très grande maison avec garage, suffisamment spacieuse pour une grande famille de 4, même si nous n'avions pas d'enfants, mais la maison n'était pas trop chère et nous devions trouver un nouvel endroit pour vivre. Le déménagement s'était bien passé et nous commencions à nous adapter à ce nouvel environnement. En d'autres termes, les choses allaient très bien. Un jour, mon fiancé était au bureau alors que j'étais chez moi, malade, avec la grippe. Et à un moment donné de la journée, je me souviens être allée dans la cuisine pour prendre une collation et avoir quelque chose dans l'estomac. En entrant dans la cuisine remplie de cartons non ouverts, j'ai ressenti une sensation étrange. Ce n'était pas une mauvaise sensation, mais plutôt un sentiment qui m'a rendue alerte. Vous savez, ce sentiment qu'on peut ressentir quand on a l'impression d'être observé. Eh bien, je ressentais ce sentiment exactement. J'ai hésité avant de regarder par la porte vitrée coulissante pour voir si quelqu'un pouvait être là dans notre potager. Et oui, effectivement, quelqu'un se tenait là. C'était un jeune adulte tout en noir. Il portait une espèce de besace. Et il faut que je vous précise que notre maison avait une barrière sur le côté qui s'ouvrait uniquement si vous aviez le mot de passe, mais le mot de passe était en panne. Donc ça voulait dire que ce jeune homme avait sauté la clôture. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est qu'il semblait verser quelque chose autour du jardin. Mon premier instinct a été d'appeler mon fiancé, mais après je me suis ravisée et j'ai réalisé qu'il allait s'inquiéter et qu'il essaierait de régler cela par lui-même sans une autre option en tête. J'ai donc pris le téléphone et j'ai appelé les urgences. L'opérateur a dit qu'il essaierait de me faire venir quelqu'un au plus tôt, mais il m'a aussi conseillé de rester caché et rester avec moi au téléphone. Pendant ce temps, cette personne continuait à regarder autour du jardin tandis que je courais dans ma chambre pour verrouiller ma porte, tout en priant Dieu pour que cet homme ne rentre pas chez nous ou ne force pas l'entrée. Et les minutes semblaient durer des heures avant que quelqu'un n'arrive. J'ai entendu des sirènes de police au loin, elles se rapprochaient alors qu'elles arrivaient chez nous, et j'ai entendu ensuite une certaine agitation. En sortant, j'ai vu 4 agents de police maîtriser ce jeune homme qui semblait être un adolescent plus âgé. Cependant, il n'a pas essayé de s'échapper, il est resté là comme s'il acceptait de s'être fait attraper. Et en parlant avec les officiers, j'ai appris une vérité choquante que je ne m'attendais pas à entendre. Alors qu'ils le maîtrisaient, ils ont réussi à trouver plusieurs traces de mercure liquide qu'ils utilisaient pour mettre dans notre jardin. C'est alors que j'ai appelé mon fiancé, qui a dû quitter son travail pour rentrer à la maison, et il s'est avéré que cet adolescent était en fait le fils de nos voisins d'à côté. Ses parents étaient tous les deux dévastés et ils nous ont présenté leurs excuses pour les actions de leur fils. Cependant, bien que nous comprenions leur douleur, nous avons fini par porter plainte contre leur fils pour tentative de meurtre. Comment est-ce qu'il avait obtenu un conteneur de mercure? Nous n'en avons aucune idée, mais je suis toujours très reconnaissante de l'avoir surpris en train de commettre cet acte, car je pense que si je ne l'avais pas vu, bien je ne suis pas sûre que j'écrirais encore cela si j'avais mangé mes légumes du potager. Il a été arrêté et condamné à 10 ans de prison selon ses parents, et plus tard, le même jour, ses parents nous ont dit que leur fils était innocent et qu'il ne faisait que regarder notre jardin. Quand ils nous ont dit ça, ni moi ni mon fiancé ne voulions les entendre.